Alors, eh bien, ben, comme à chaque fois, ça nous paraît toujours important, de nous présenter, même si, beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Malgré tout, pour les nouveaux arrivants, c'est important. Donc qui sommes-nous? Alors personnellement, du coup, je vais commencer par moi. Je m'appelle Élodie Sorgelos, donc j'ai créé maintenant depuis décembre 2018, City Belgium, et donc l'idée, c'est vraiment de vous aider à investir dans des biens qui sont rentables en Belgique, des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois, avec vraiment comme idée de mettre l'immobilier au service de votre vie. J'ai un monde actif, plus d'une cinquantaine d'unités en location. Je suis également coach immobilier certifié, agent immobilier agréé IP et fondatrice également du programme d'accompagnement le Belgian Invest Club. Alors vraiment, au travers de Real Estate Belgium, on vous aide au niveau de différents piliers. On va avoir bien évidemment des contenus sur YouTube. Vous avez peut-être découvert beaucoup de vidéos, beaucoup d'études de cas, beaucoup de témoignages aussi des personnes qui ont pu investir. On va vous aider également avec tout ce qui est formation en ligne, coaching de groupe, coaching individuel, des événements. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Certains d'entre vous m'ont peut-être découvert via mon livre Rentable, Emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique, qui est disponible, si vous ne l'avez pas encore lu, sur Amazon ainsi que sur notre site internet. On est présent bien évidemment aussi sur tous les réseaux sociaux, YouTube bien évidemment, et on a également créé un podcast qui s'appelle Une brique après l'autre. Et puis, ça nous semblait quand même important de souligner qu'au travers de Real Estate Belgium, on est vraiment dans une communauté avec différentes typologies de profils. C'est-à-dire qu'il y a autant des femmes que des hommes, des jeunes, des moins jeunes, de toute origine, de tous milieux sociaux. Et ça vous montre vraiment que quelque part, ces personnes, tout comme nous, on n'a rien de plus que vous, si ce n'est qu'un jour, on a cru en nous, on est passé à l'action, on a eu des résultats, on s'est fait accompagner, et puis derrière, ça a porté ses fruits. Et comme on a vraiment à cœur de vous aider de la meilleure manière qui soit, puisque notre optique, c'est pas de vous vendre du rêve, mais c'est vraiment d'être dans une optique d'investissement immobilier sécurisé. On insiste vraiment là-dessus. On y met vraiment tous nos cœurs, toutes nos tripes pour pouvoir vous aider au mieux dans tout ce cheminement-là, et ça paye puisque sur Trustpilot, on est recommandé comme excellent. Donc qu'est-ce que c'est Trustpilot? C'est un logiciel qui vérifie les avis clients. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'expérience qu'ont vécu d'autres personnes avant vous, peut-être, eh bien vous pouvez le faire sur Trustpilot, mais également sur Google. Il y a énormément d'avis, plus tous les témoignages et vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube, toutes les études de cas. Bref, tout ça vous montrera aussi le sérieux et la passion dont on fait preuve, Louise et moi, et tout le reste de l'équipe, pour pouvoir vous aider à réaliser vos investissements. Ceci étant dit, eh bien, je vais passer la parole à mon acolyte qui est avec nous ce soir aussi pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors du coup, bonsoir à tous, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je le suis, ça me fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de monde ce soir, c'est cool, de voir qu'il y a toujours autant de personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Donc du coup, moi je suis Louise Maton, donc je suis coach en immobilier depuis maintenant un peu plus de 3 ans, mais je suis aussi évidemment investisseuse. Et alors, ma passion aujourd'hui, c'est d'aider les personnes à investir dans l'immobilier locatif qui rapporte de l'argent chaque mois. Donc aujourd'hui, j'ai plus d'une quinzaine de personnes en location dans mes différentes entités, et je suis aussi cofondatrice de Find My Invest, qui est un service de chasse immobilière qu'on a mis au point sur les méthodes de Real Estate Belgium. Tout simplement pourquoi? Parce que seul on va plus vite, bien sûr, mais ensemble on va plus loin. Et en fait, c'est tout à fait la raison qui nous a amené à cofonder cette société. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient les fonds pour pouvoir investir, mais qui n'avaient absolument pas le temps de chercher le bien. Et donc, pour pouvoir acheter un bien rentable, entre guillemets, plus simplement, parfois parce qu'on habite loin ou autre, on a mis ce service en place pour se simplifier la tâche, tout simplement, en se basant évidemment sur les méthodes de cash flow positif, ce qui n'est évidemment pas proposé chez les autres chasseurs immobiliers. Yes, tout à fait. Vu que tu nous as rejoints et que tu es dans un bon mood, maintenant que ton micro fonctionne, est-ce que tu veux prendre une question au hasard, si tu les as devant toi, ou est-ce que tu veux
je te les dise ou... Alors, non, je vais regarder ici. Donc, on a Moreau, qui pose une question et qui se demande si c'est mieux de prendre un crédit sur 20 ans avec un meilleur taux ou 25 ans avec un taux qui est moins bon, mais avec des mensualités qui sont moins élevées. En fait, ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de ta capacité d'emprunt aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les taux qui sont un peu plus hauts, évidemment, que l'année dernière, la question peut parfois se poser. Parfois, entre le 20 et 25, allez, entre le 20 ans et le 25 ans, il y a parfois 0,5, allez, 0,5 entre les deux. Et les mensualités sur des petits crédits, enfin sur des petits crédits, tout est relatif bien entendu, mais sur un crédit à 150, 200 000, il y a parfois que 50 ou 70 euros de différence. Évidemment, par contre, le niveau d'intérêt qu'on rembourse à terme peut être plus important. Maintenant, pour certaines personnes, entre 70 et 100 euros, ça peut réellement faire la différence sur le mois. Ça peut permettre d'avoir du cash flow, là où dans une opération en 20 ans, on est vraiment à l'autofinancement, on est à zéro, et donc le moindre petit couac qui se passe, le moindre vide locatif ou le moindre voilà, petite réparation, et bien alors on le sort de sa poche. Et donc il faut savoir en fait quels sont ses objectifs dès le départ. Est-ce que l'objectif c'est du cash flow à tout prix, ou est-ce que l'objectif est plutôt patrimonial et qu'on est ok en fait avec un bien qui s'autofinance? En fait, la question, elle est un petit peu, enfin, la réponse, elle est un petit peu propre à chacun en fonction de ses objectifs. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, on fait le crédit qu'on souhaite en fonction de ses objectifs. Mais attention, si vous avez une petite capacité d'emprunt, comme parfois on peut le voir, c'est vraiment important d'avoir le crédit le plus long possible pour générer même 70 ou 100 euros de cash flow. Ça fait la différence pour un crédit, pour le crédit d'après, en fait, tout simplement. Yes, tout à fait. Alors, on a Jules qui nous demande quelle est votre région de prédilection avec Fund My Invest. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme on sait qu'il peut y avoir potentiellement pas mal de questions sur la section chasse immobilière, je vais vous mettre le lien de Fund My Invest si vous avez envie de creuser, d'avoir plus d'informations là-dessus. Globalement, on va vraiment chasser donc sur Bruxelles et sur la région wallonne, avec des spécificités quand même au niveau du marché du Hainaut. On peut aller également sur Namur, on peut regarder dans le Brabant wallon, mais c'est moins des zones qui sont redemandées, voire également sur Liège. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin de faire comme projet, on peut éventuellement aller sur la Flandre, mais c'est encore une fois moins les demandes que l'on a, donc vraiment région wallonne et puis région bruxelloise, en sachant qu'en fonction de ce que vous avez envie de faire, si vous allez sur le site que je vous ai envoyé ici, donc fundmyinvest.be, vous avez aussi une section portfolio qui vous montrera ce qu'on a pu faire aussi avec des personnes qu'on a pu accompagner, et donc ça pourra peut-être vous donner des idées pour se faire par rapport à ça. Alors, donc Serge, tu nous dis: «Comment faire pour expulser des locataires présents depuis 20 ans d'un bien que je souhaite acquérir? Aucun bail écrit n'a été fait, seulement un accord oral. Le bien est à Bruxelles, délai de procédure». Alors, donc Serge, la première chose va être de voir, effectivement, quelles sont les clauses, les conditions qui ont été, stipulées au niveau, du bail qui a été signé. Clairement, on sera ici sur un bail de longue durée. Donc, a priori, dépendamment du triennat dans lequel tu te situes, tu vas devoir attendre une modalité précise, soit une non-reconduction du bail, soit une cessation pour peut-être faire des gros travaux, peut-être y vivre. Il faut que tu regardes vraiment au niveau du bail qui a été signé. Attention maintenant que forcément quand les gens sont là depuis 20 ans, c'est plus difficile parfois de les déloger parce qu'ils ont leurs habitudes, parce que peut-être ils ne payent pas un loyer assez cher. Donc sonde bien aussi si le locataire risque potentiellement de poser problème ou pas, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, parfois, il vaut mieux passer son chemin si les locataires pourraient poser problème à ce niveau-là. Après, sinon, il suffit vraiment de bien analyser le bail, mais c'est vraiment, entre guillemets, un petit peu au cas par cas, dépendamment de ce qui a été signé, dépendamment de la raison, en fait, du fait que tu ne veux plus louer à ces locataires. Et donc ça, c'est un petit peu à voir. Alors, on a Joël qui nous demande si c'est rentable d'investir dans une colocation dans une ville comme Verbier. Eh bien, c'est une question à laquelle, la réponse, en fait, il faut faire des annonces fictives pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Il faut connaître un petit peu le marché immobilier au niveau de Verbier. C'est un marché généralement qui est assez peu onéreux par rapport à d'autres, je veux dire, à d'autres villes. Par contre, il faut voir s'il y a une demande en colocation dans cette région-là. Il faut savoir que, à mon sens, la colocation, ça peut marcher à peu près partout, mais par contre, pas à n'importe quel prix. Il faut quand même qu'il y ait des zones dans lesquelles il y a des travailleurs, il y a potentiellement des hôpitaux, éventuellement aussi des hautes écoles, etc. Donc,
la question par rapport à Verviers, eh bien, il faut faire des annonces fictives pour voir si réellement il y a un intérêt là-bas et si on va pouvoir louer à un prix qui est intéressant. Donc la réponse, voilà, en direct, je ne peux pas te la donner, mais il faut tester pour savoir si, oui ou non, ça vaut la peine de se lancer dans ce coin-là. Yes. Dans le genre, on a du coup Carmelo qui demande si j'ai du cash, plus ou moins 130 000 euros, est-il intéressant de trouver un bien dans ce budget ou viser plus haut avec un crédit hypothécaire? Alors, c'est vrai que dépendamment l'objectif que tu as, on va en général nous privilégier le fractionnement qui permettra de pouvoir bien dispatcher le cash que tu as pour pas faire un seul et unique projet, mais plutôt en faire plusieurs. Donc, si toi, tu veux vraiment investir dans 2, 3 biens immobiliers, par exemple, alors fractionne cette somme-là. Par contre, si tu veux faire qu'une opération, bah, ça peut avoir du sens de la mettre dedans pour faire diminuer ton crédit. Tout est possible en fonction des situations et surtout des objectifs, en sachant que bah, le cash que tu vas injecter, si admettons tu injectes ces 130 000 euros dans une première opération, tu pourras toujours mettre ce bien-là en garantie pour pouvoir faire financer un autre bien dans le futur. Donc, le cash investi, on pense parfois que ça peut être une faiblesse au niveau de l'investissement, mais c'est pas réellement le cas. Quand on sait bien utiliser, quand on a vraiment la stratégie et les bons leviers, ben, ça peut être puissant et on peut faire un beau coup de poker pour avoir 2 biens, entre guillemets, pour le prix d'un. Mais en gros, ben, tout dépend un petit peu. C'est comme quand on part à l'étranger, on peut aller en avion, en train, en voiture, en bateau. Il y a plusieurs destinations pour atteindre l'objectif. Tout reste à savoir ben, quel est l'objectif que tu as, est-ce que toi tu as envie de faire. Alors, on a une question ici de Trésor qui ressemble un petit peu à la question de Campanovero. Donc, je vais essayer de faire une double réponse en une seule. Donc, la question c'est: je suis propriétaire d'un bien résidentiel depuis seulement 5 ans. Est-il possible d'avoir un financement 125% sans apport personnel? Alors, la réponse, en fait, elle va dépendre de la plus-value potentielle que tu as dans le bâtiment. C'est-à-dire que si tu as acheté ton bien il y a 5 ans avec, par exemple, au-dessus du prix du marché, tu as fait beaucoup de travaux dedans qui n'ont pas spécialement créé de la plus-value, eh bien la réponse sera non. Donc en fait, mais par contre, si tu investis dans 5 ans dans un bien, par exemple, où tu as fait des rénovations qui sont enfin voilà, sympas, mais qui apportent de la plus-value, et que tu as mis déjà de l'apport dans ce bien à l'époque, il est tout à fait possible de faire un 100% voire un 125% aujourd'hui. Mais il faut d'abord aller voir un expert immobilier, faire expertiser ton bien, voir un petit peu quelle valeur aujourd'hui il peut avoir. Et si tu as un delta d'au moins 30 à 50 000, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser comme effet de levier pour pouvoir acheter un autre bien avec moins d'apport. Mais ça dépend en fait de ce que tu as acheté à l'époque. Donc on peut pas, voilà, on peut pas répondre comme ça sans avoir des données précises par rapport à ton bien. Yes, alors XBX, tu demandes expulser un locataire s'il n'y a aucun bail, c'est possible. Le vendeur loue l'appartement sans aucun bail écrit. Les locataires, ils seront domiciliés, mais pas de bail du tout. Alors, c'est sûr que le bail oral, il existe. Il est clairement pas top parce qu'il peut être discutable. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bail qu'il n'y a pas de loi et de réglementation qui ne régit pas, en fait, cela. Bien sûr, que tu vas pouvoir mettre les personnes dehors. Après, en fait, on va regarder l'antécédent. Depuis combien de temps les gens sont là? Est-ce que, du coup, ben, il y a bien eu un état des lieux d'entrée ou pas? Quid au niveau de la garantie locative? Tu vois, typiquement, bah, s'ils sont là depuis 2 ans, eh bien, on est sous ce qu'on appelle les régimes des baux de courte durée. Donc, pour faire casser le bail, a priori, en passant par justice de paix, on devrait être sur ben, des conditions qui s'appliquent pour un bail de courte durée. Si c'est des longues, ben, c'est les longues qu'il faudra respecter, dépendamment de la région dans laquelle ce sera. C'est juste que c'est plus contraignant parce que normalement, ben, en fait, le bail il est hyper important, sans grande surprise, parce qu'il va régir toutes les clauses par rapport à la location et derrière, bah, vous donner la marche à suivre de manière précise sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la personne dehors. Si c'est pas le cas, disons qu'il y a beaucoup de flou qui sera autour et généralement, quand il y a des baux qui sont oraux pour des baux de logement, si c'est des baux de droit commun pour des garages, des entrepôts, ce genre de choses, c'est moins grave, mais pour du logement, ça passe en général par une résolution devant la justice de paix qui va trancher sur la situation globale. Donc essaye, si tu es dans ce cas-là, de récolter un maximum d'informations là-dessus pour constituer vraiment le dossier au mieux. Essaie de trouver une solution avec le locataire en respectant ce qui se fait en fonction de la législation de la région et si tu es sur un bail classique ou un bail de
de courte durée ou de longue durée. Et si ça coince, justice de paix directement pour pouvoir avancer dans le cadre du projet. Alors, on a Joël qui nous demande si on conseillez-vous l'achat de biens avec un PEB F voire G? Alors ça va dépendre un petit peu du bien. Donc aujourd'hui, les biens qui sont mal cotés en termes de PEB, c'est pas une panacée en soi. C'est-à-dire que de toute façon, l'idée c'est que quand on achète un bien, on va quand même faire des rénovations pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc aujourd'hui, moi j'ai aucun souci d'acheter, je veux dire un appartement, une maison, peu importe, en PEBG. Mais l'idée et l'objectif, c'est d'au moins d'atteindre le D à la fin des travaux, parce que sinon, de un, ça va faire peur aux locataires, de deux, en termes de plus-value, ça veut dire que vous mettez en location un logement qui est pas tip top. Par contre, c'est vrai qu'il y a des biens qui sont déjà rénovés aujourd'hui sur le marché, qui ont et qui gardent malheureusement un mauvais PEB. Alors c'est pas parce que il y a pas forcément d'isolation dans leur toiture ou des choses comme ça, mais en tout cas, il faut savoir que quand l'auditeur passe, en fonction de qui vous avez pris comme auditeur, il y a des gens qui travaillent de manière plus précise parce qu'ils sont mieux payés, mais il y a des gens qui travaillent, qui viennent, qui font le PEB vite parce qu'ils sont payés au rabais. Et donc, en fonction de la qualité de la personne qui a réalisé le PEB, il se peut qu'il y ait des choses qui n'aient pas été vues et qui du coup ne sont pas prouvées et qui du coup ne sont pas comptabilisées dans le PEB. Donc là, en fait, ça va être clairement au cas par cas. Donc c'est sûr qu'il faut se méfier un petit peu des PEB qui sont mauvais, surtout quand les maisons sont rénovées, parce qu'il est peut-être possible que vous deviez refaire des travaux qui potentiellement sont déjà là, ou en tout cas que vous deviez faire peut-être un trou au niveau de la toiture ou quelque chose comme ça, enfin dans le J-Proc, pour voir s'il y a de l'isolation, des choses comme ça. Donc ça va peut-être générer des frais supplémentaires. Attention aussi que par exemple, les appartements en rez-de-chaussée ou les appartements sous toiture, si la toiture n'est pas isolée et que c'est dans une copropriété, ben, ça risque d'être beaucoup plus coûteux évidemment à rénover. Donc en fait, il n'y a pas une seule bonne raison par rapport à ça, mais en tout cas, si c'est un bien où il faut tout rénover, pas d'inquiétude par rapport à ça. Le PEBD, en fait, est relativement facile à obtenir. C'est une rénovation tout à fait classique avec double vitrage. Une chaudière à condensation, de l'isolation dans la toiture. Voilà, c'est le B à bas en fait quand on fait la rénovation. Donc, il ne faut pas trop craindre le PEB à partir du moment où on fait bien les choses. Alors, on a Reda qui demande comment se passe une session stratégique en quelques points. Alors, pour les personnes qui ne savent peut-être pas ce que c'est, je vous mets le lien dans le chat. Une session stratégique, c'est quoi? C'est un appel que l'on vous propose d'avoir avec un membre de l'équipe qui vous permet du coup déjà de faire un petit peu plus connaissance, d'avoir un contact par téléphone. Derrière, de vous poser toute une série de questions, de clarifier votre situation, clarifier vos objectifs pour voir derrière si on sait vous aider à investir pour un premier bien, pour un bien en société, pour continuer à développer votre patrimoine, pour changer de région, enfin bref, vraiment vous aider dans l'investissement immobilier. Donc, c'est un premier appel qui est gratuit, non engageant, il se fait par téléphone, ça dure entre 10 et 15 minutes. Et si on sait vous aider et que vous répondez aussi aux critères qu'on a pour pouvoir vous accompagner, notamment en coaching via notre programme qui s'appelle le Belgian Invest Club, à ce moment-là, on vous fera avoir un second appel, là qui durera une bonne heure, dans lequel on ira vraiment plus en profondeur pour voir concrètement quelle est la meilleure solution pour vous permettre d'atteindre les résultats, vous poser toute une série de questions. Donc ça, c'est un petit peu en quelques points la manière dont ça fonctionne, la session stratégique. Reda, tout comme d'autres personnes, si vous avez envie d'avoir un contact plus privilégié avec les membres de l'équipe, parce que là, on échange de manière virtuelle au travers d'un chat, donc on peut vous apporter toute une série de questions, de réponses à vos questions et de valeurs, mais ça ne remplace bien évidemment pas un contact téléphonique. Inscrivez-vous, j'ai mis du coup le lien dans le chat pour qu'on puisse avoir une petite discussion ensemble. Alors, je remarque qu'on a quelques questions sur l'achat-revente ce soir. Juste, voilà, pour info, nous, on est spécialisé dans l'investissement qui est locatif, donc on n'est pas spécialisé au niveau de l'achat-revente. Donc, c'est le genre de questions aujourd'hui, en tout cas, on va pas spécialement vous répondre parce que on ne répond sur des questions qu'on a l'habitude de traiter, qu'on a l'habitude de gérer, surtout de notre côté quotidiennement. Donc voilà, comme ça, vous savez que nos spécialisations, c'est vraiment l'investissement locatif, un petit peu sous toutes ses formes. Exactement. Et puis, pour rebondir par rapport à ça, faites aussi très attention en matière d'achat-revente, c'est extrêmement spéculatif. On voit passer beaucoup de choses sur Internet qui paraissent faciles
qui paraissent miraculeuses, mais dans les faits, l'achat-revente, c'est quelque chose qui est complexe, qui s'adresse vraiment à une élite de personnes qui ont des connaissances, qui ont un réseau, enfin qui ont vraiment toute une série de prérequis indispensables pour pouvoir se lancer. Donc attention à tout ça. De notre point de vue, on sait que notamment quand on passe par de l'investissement locatif pur et dur, il y a vraiment une sécurité, une stabilité derrière qui peut être certes moins exaltante que de se dire qu'on va faire plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value d'un coup. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'avec un investissement locatif en tant que tel, de la plus-value, vous allez en faire, mais sur le long terme. Et donc, ça permet aussi de vous sécuriser. Donc, voilà, petit aparté pour vous dire de faire quand même gaffe sur tout ce que vous voyez sur l'achat-revente. Dans les faits, il y a beaucoup d'appelés pour pas beaucoup d'élus, comme dit l'adage. Ouais, en plus, c'est des choses qui sont vraiment pas évidentes à lancer. Le meilleur conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est si vous avez à un moment donné envie de vous lancer, faites d'abord sur le base d'un investissement locatif. Et si à un moment donné, vous essayez de revendre et que vous faites une plus-value, tant mieux. Mais si, il faut toujours avoir un plan B en fait en immobilier. C'est le plan A, pardon. Si tout est ok, on va jusqu'au bout. Mais si à un moment donné, eh bien, c'est pas les résultats qu'on avait espérés, eh bien, il y a toujours le plan B sur lequel on peut se replier. Donc, pensez n'importe quel investissement pour qu'il soit au moins l'autofinancement. Comme ça, vous perdez pas de billes. Et si vous avez l'occasion de revendre 5 ans plus tard et là faire de la plus-value, eh bien on attend. Et puis l'immobilier, faut bien se dire que c'est un parcours qui est long. Donc c'est pas en 2 minutes que tout se passe, hein. Exactement, tout à fait. Alors, on avait toute une série de questions sur la société, donc notamment une de Tita Construct qui dit comment investir dans l'immobilier pour ne pas payer d'impôts sur cet argent investi. Alors, attention à ça, entre guillemets, c'est-à-dire que l'immobilier, c'est un vecteur d'optimisation fiscale. De là à ne pas payer d'impôts du tout, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, vu le titre que tu as sur YouTube, c'est que tu as une société. Tu peux très bien utiliser ta société pour investir dans l'immobilier. Cet investissement, du coup, notamment, si on prend des frais comme par exemple les droits d'enregistrement, peuvent être déduits en one shot de ta base imposable, ce qui te permet du coup, en fin d'année, du coup, sur ta base imposable, donc ton chiffre d'affaires moins les frais, d'avoir fait beaucoup de frais et donc d'avoir une taxation qui est beaucoup plus faible. C'est en ce sens que ça va t'aider à pouvoir diminuer au niveau de ton impôt. Par contre, après, les frais vont être déduits, mais tes loyers viennent du chiffre d'affaires, donc tu vas avoir une bonne déduction, certes, mais de là à ne pas payer d'impôt du tout, ce ne sera pas le cas. En personne physique, on dit aussi qu'on paye très peu d'impôts. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de taxation sur les loyers en réel, eh bien une taxation sur le revenu cadastral et donc qui sera relativement faible. Donc, payer des impôts, on en paiera toujours. Il y a des moyens et des moments pour en payer un petit peu moins, mais ce sera en fonction du cas par cas, en fonction de la forme que l'on va choisir au niveau du type d'investissement. Alors, du coup, on a une question de Bill qui a acheté un bien à 110 000 euros, apparemment un appartement, il y a 12 ans, et qui se demande si il a la possibilité de racheter son crédit et puis de passer potentiellement sur un crédit bullet, de continuer à louer son bien et de se servir de ce bien comme garantie pour un second achat. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi racheter son crédit pour faire un crédit bullet, et pourquoi racheter son crédit tout court dans un premier temps? Parce que si ton bien a déjà été acheté à l'époque à un très très bon prix, et qu'en plus de ça tu rembourses depuis 12 ans ton bien, eh bien tu as certainement une plus-value sur le bien et en plus de ça rembourser une partie de ce bien. Donc en fait tu peux tout à fait le mettre en garantie aujourd'hui pour pouvoir faire un effet de levier en utilisant tout simplement ce bien-là pour réduire l'apport d'un autre bien et pourquoi pas dans cet autre bien faire un crédit bullet. Ça me semble être un peu plus approprié de le faire, de le faire comme ça. Après, il faut voir derrière ce que tu souhaites, ce que tu souhaites faire avec et quels sont tes objectifs, parce qu'il n'y a pas une seule bonne réponse évidemment toujours par rapport à ta stratégie. Alors, il y a Trésor qui nous demande est-ce qu'il faut absolument avoir de l'épargne pour démarrer dans l'immobilier ou déjà est-ce qu'avec un bien résidentiel on peut tenter l'aventure sans épargne sur le côté? Alors, on a déjà répondu en partie, en tout cas à cette question, c'est-à-dire que s'il y a de la plus-value dans ton bien et dans ta résidence principale, tu peux la mettre en garantie pour pouvoir investir dans un autre bien. Par contre, se lancer dans l'immobilier avec 0 € de côté, je trouve ça assez dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un projet immobilier. On a beau mettre toutes les chances de son côté pour éviter et pour prévoir tout. Si par exemple on fait des travaux dans ce bien et qu'à un moment donné
eh bien, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu au niveau du démontage et que tu dois mettre 5 000 de plus que ce qui était prévu et que au niveau du crédit à la banque, eh bien, tu n'avais pas prévu, par exemple, la marge supplémentaire, tu devras mettre de l'argent de ta poche. Donc, il faut bien s'assurer que, mine de rien, tu puisses quand même avoir un petit budget de côté pour faire face aux différents imprévus. L'idée ici, c'est toujours de faire en sorte que tout se passe bien de A à Z, évidemment. Et donc, pour se lancer dans l'immobilier, je conseille toujours d'avoir au moins 5 ou 10 000 euros de côté pour pouvoir faire face à toutes les situations possibles. Yes. Alors, Moreau demande donc après avoir acheté plusieurs biens, si l'on veut ouvrir une société donc vide pour débuter l'achat en location, quelle forme de société recommander une SRL? Alors, je dirais en fait Moreau avant de se poser cette question sur la forme, parce que la forme la plus classique, c'est si tu es seul, ce sera une SRL, mais si tu es à 2 ou que tu as une société, ça peut être très bien une SCOM, une SCC, enfin, il y a vraiment plusieurs types de formes qui existent. La première question quand même à se poser, c'est de se demander comment est-ce que tu vas rentrer de l'argent dans cette société? Parce que si tu vas à la banque avec une société vide en disant: «Bah, moi, je veux investir dans l'immobilier, mais il y a pas de trésorerie, il y a pas de chiffre d'affaires, il y a pas de bilan, il y a rien. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent?» Ben, en fait, tu es un petit peu comme un étudiant qui n'a pas de contrat de travail qui va aller demander un crédit. Donc, la première chose à savoir, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir apporter du capital ou me prêter du capital pour cette société? Et est-ce que j'ai une activité qui va me permettre d'avoir un flux de trésorerie avec du chiffre d'affaires pour faire en sorte que cette société deviennent à un moment donné autonomes pour pouvoir être finançables et continuer. Si c'est pas le cas, attention parce qu'encore une fois, on peut voir beaucoup de choses. On peut se dire que la société, ben, il y en a qui adorent, donc ça paraît être la meilleure chose à faire pour investir, mais dans les faits, c'est pas destiné à tout le monde. Il faut que c'est un vrai but. Parfois, il est même mieux de continuer en personne physique parce qu'on a des effets de levier qui sont beaucoup plus actionnables chez certains profils que d'autres plutôt que de se prendre la tête à créer une société qui va mettre des années véritablement à pouvoir bien démarrer. Donc voilà, c'est une question aussi de profil par rapport à ça, mais vraiment, si toi tu ne veux pas spécialement avoir un flux de trésorerie ou une activité qui te rapporte de l'argent dans cette société autre que l'immobilier, vois un petit peu, notamment peut-être avec ton comptable ou avec nous, si tu veux faire une session avec Louise ou moi-même pour discuter de ça, pour voir ben, quelle serait la meilleure stratégie à faire pour toi. Mais voilà, c'est pas spécialement la société qui est la mieux. Si tu as déjà quelques biens immobiliers, tu peux toujours très bien continuer à investir en nom propre, dépendamment de ta situation. Alors, on a le vilain petit canard qui nous indique pas mal de pression sur les taux et les passoires énergétiques. Je trouve difficilement quelque chose de rentable sur Bruxelles. Qu'en pensez-vous? Je suis à 3,82 sur 25 ans en privé, 4,18 en société. Sache déjà qu'au niveau des taux, on est tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. Ça dépend un petit peu des banques, ça dépend un petit peu des conditions, ça dépend si tu vas mettre quelque chose en garantie ou non, si tu es en 80% de quotité, en 100 ou en 125. Tout ça influe évidemment sur l'impact au niveau du taux. Alors, pour répondre à ta question par rapport à Bruxelles, Bruxelles, c'est une ville qui est en patrimonial. Donc, c'est-à-dire que si on a un bien qui s'autofinance à Bruxelles en quotité 80%, on peut s'estimer assez content finalement parce qu'on fait mieux que la plupart des personnes. Généralement, pour avoir des biens qui génèrent du cash flow positif à Bruxelles, il faut partir sur de la colocation, il faut faire souvent quand même des assez grosses rénovations, il faut vraiment créer une bonne affaire au départ, et puis il faut au minimum avoir 4 chambres, voire plus à Bruxelles, vu que c'est possible, mais pour aller chercher le cash flow qui est possible. Attention, cependant qu'à Bruxelles, les législations sont tout doucement en train de changer, et donc au niveau de la colocation, il risque d'y avoir des taxes supplémentaires et autres. Donc renseignez-vous bien dans les communes dans lesquelles vous souhaitez investir pour savoir si les taxes ne sont déjà pas d'application. Donc attention à tout ça évidemment. Yes, toujours le vilain petit canard qui demande du coup, que pensez-vous des opérations en indivision, par exemple 99% en société, 1% en privé? Qu'en pensent les banques? L'idée derrière est de pouvoir basculer plus tard vers l'un ou l'autre en changement de fiscalité. Alors, l'achat en indivision n'est pas spécialement quelque chose qui est mal vu. Il faut juste bien l'expliquer et il faut juste savoir que dans la majorité des cas de figure, euh, la quotité peut varier, mais si on prend la quotité que tu as référencée ici,
1%, bah, les 1% vont souvent être demandés en fonds propres, via l'entité juridique par laquelle, sera détenu ces 1%, parce que les banques ne prendra pas la peine de financer le 1%, du moins très rarement. Donc c'est à peu de choses près la seule chose. Sinon, pour le reste, ben, c'est toujours les conditions «normales» entre guillemets qui s'appliquent. Donc ça pose pas trop problème. Après, voilà, c'est quand même important d'en discuter aussi avec son banquier et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait parce que, parfois les banquiers ne connaissent pas et ils peuvent vous dire: «Oh non, ça c'est pas une bonne idée. Ouh là là, ça me paraît compliqué», mais dans les faits, bah, ça ne peut rien changer pour lui. C'est une indivision, «classique» entre guillemets, si ce n'est qu'elle est entre soi en tant que personne physique et soi via sa société, quoi. Faut-il vendre la société pour vendre le bien? En société, non, tu peux vendre un bien qui appartient à une société sans devoir vendre la société. Heureusement, parce que sinon il y aurait plus de beaucoup de sociétés qui resteraient. Pas de souci. Alors, on a Hicham qui se demande si le crédit bullet est encore faisable aujourd'hui. Bah oui, oui, bien sûr, le crédit bullet existe toujours. Il est possible de le faire en général en 10 ou 15 ans. Par contre, il faut toujours mettre quelque chose en garantie ou en tout cas mettre pas mal d'apports sur la table pour pouvoir l'obtenir. C'est pas comme si demain on allait à la banque et qu'on dit à monsieur le banquier, j'aimerais bien avoir un crédit bullet sans garantie derrière. Il vous sera pas accordé. Donc aujourd'hui, encore plus qu'hier, eh bien, on vous demande des garanties pour pouvoir l'obtenir. Et on me souffle à l'oreillette qu'en plus de ça, le PEB est très important quand il s'agit de crédit bullet. Yes, tout à fait. Alors, est-ce qu'investir avec une société romaine, alors j'imagine que c'est roumaine le nom, ça peut être rentable? En fait, disons que ce qui va, poser investir avec une société, roumaine en Roumanie, c'est une chose, mais investir avec une société roumaine en Belgique, la banque pourrait tiquer là-dessus. En termes de financement, les conditions ne seraient peut-être pas bonnes. Après, ça dépend quelle société en tant que telle. Ça dépend de toute une série de choses. Maintenant, acheter des biens sans passer par le crédit, que la société soit roumaine ou autre, aucun problème. Mais là où ce sera un petit peu plus délicat, c'est au niveau du coup du financement, donc à voir en fonction du cas par cas, ce qu'il est possible de faire et s'il n'y a pas quelques montages qui peut être possible ou pas. Du coup, on a fait le tour des questions pour ce soir. Alors, le vilain petit canard, tu avais une question par rapport au Manco, etc. On va pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est un peu complexe par rapport à tout ça et c'était pas l'idée, l'objet du live ici, maintenant tout de suite, mais on pourra en discuter en interne au besoin. De notre côté, ben, comme toujours, on a été ravis avec Louise de vous retrouver ce soir. Et puis, la tradition, n'est-ce pas, coach Louise? On va passer sur le mot de la fin. Ok, bon, en tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce live ici, YouTube. On a fait les choses un petit peu différemment par rapport aux autres lives qu'on peut faire d'habitude. On a trouvé vraiment très intéressant, évidemment, vos questions. Du coup, je vous remercie tous d'avoir été nombreux ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et n'attendez pas, évidemment, pour investir. Investissez et puis attendez, mais attention, investissez bien et soyez bien accompagnés pour le faire. Et bah, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. On est là pour vous aider. Yes! J'adore, c'est le mot de la fin de Louise. Ils sont toujours parfait. Merci à toi, Louise, pour ta présence, ton énergie, toute ton expertise que tu as pu apporter aux personnes ce soir. Merci à vous encore une fois d'avoir été présents et présentes. Les retours sur le live sont positifs dans le chat, ça fait plaisir. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, eh bien, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À Salut à bientôt. tous.